Alors, j'ai bien suivi, essayé de lire un peu votre débat d'orientation budgétaire. Bon, il y a quelqu'un qui l'a dit, qui vient de le dire, je crois, 90 pages, plus de 90 pages. Bon, moi, on a plutôt l'impression qu'il ne s'agit pas d'orientation budgétaire pour une année, l'année 2024. Dans votre première partie, lorsque vous parlez d'orientation stratégique, on a plutôt l'impression d'un immense programme, un vaste programme qui devra se dérouler sur une dizaine d'années. Mais comme le président du Conseil exécutif a déjà dit avant même son élection qu'il n'est là plus que pour un mandat, donc le reste des années, on ne sait pas qui est-ce qui va réussir ce vaste programme que vous annoncez dans la première partie, vos orientations stratégiques. Je pense que c'est plutôt toi, Didier, qui sera obligé de finir tout ça. Mais enfin, alors, il y a une première chose que je voudrais dire. En fait, vous pensez bien que je vais intervenir essentiellement pour la première partie. Je vais intervenir essentiellement sur la culture. Mais avant de parler de la culture, il y a quand même l'agriculture. Je vais dire deux mots parce que c'est l'actualité en France. Un petit peu ici en Martinique. Je pose simplement une question. On parle de filières vertes, etc. J'ai entendu les agriculteurs martiniquais parler. Et je suis en train de me poser la question. Comment ça se fait qu'ici, en Martinique, on trouve des patates qui viennent de France? Bon, nous, on dit pommes de terre, mais eux, ils disent patates. Les patates qui viennent de France, elles sont à 90 centimes le kilo. Quand vous achetez un paquet de 3 ou de 5 kilos dans un supermarché que je ne vais pas nommer. 90 centimes. La patate de France. La patate de Martinique, sous le marché à Fort-de-France, elle est à 3,50 € aujourd'hui. Alors la ménagère martiniquaise, entre une patate à 90 centimes et une patate à 3,50 €, laquelle elle va choisir? Alors si on pose un problème de concurrence déloyale, la voilà, la concurrence déloyale. Et si nous parlons de souveraineté alimentaire ou je ne sais pas quoi, d'autonomie alimentaire, il faudrait poser cette question aussi. Je ferme cette parenthèse puisque j'ai dit que je vais parler essentiellement de la culture. Alors, dans vos orientations stratégiques, vous citez une série de choses. Évidemment qu'il y a des bonnes choses, même de très bonnes choses. Et puis, il y a d'autres choses qui posent un peu quelques problèmes. Vous parlez de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la convention signée en 2023 avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. J'ai déjà dit ça sous les ondes et je le répète. Dans cette convention, il y a marqué un début de cette convention, un des objectifs, c'est, je cite la convention, faire mieux connaître les pages de l'histoire de France qui se sont écrites dans cette partie du monde. La partie du monde, c'est ici, la Martinique. Les pages de l'histoire de France qui se sont écrites ici, dans cette partie du monde, c'est l'histoire de crimes, la colonisation, crimes contre l'humanité. Ne comptez pas sur moi pour faire l'apologie de crimes. Je l'ai déjà dit au président. Donc, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça et il faut arrêter cette histoire de convention pour la mémoire de l'esclavage. Ce ne sont pas les autres qui vont écrire ma mémoire, la mémoire de mes ancêtres. Et le regretté Jean-Pierre Sainton doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Vous dites aussi,
Je passe à un autre paragraphe. Là, c'est un beau point, parce que des fois, de temps en temps, il y a des beaux points, mais il faut le dire aussi. Renouveler les conventions de partenariat avec le CNC, ça concerne le cinéma, CNC, Canal+, et la DAC, la Direction des Affaires culturelles. Oui, l'industrie du cinéma, c'est important. Ce ne sont pas seulement des acteurs, des comédiens, des intermittents du spectacle. C'est tout un secteur économique, une série d'artisans, de métiers, de techniciens, mais aussi des artisans dans le domaine de l'hôtellerie, des locations de voitures, l'habillement, la cuisine, etc., qui vivent de chaque fois qu'il y a des tournages de films ou de séries télévisées ici en Martinique. Vous parlez d'une politique d'action culturelle. Et dans cette politique d'action culturelle, je ne sais pas si c'est en 2024 que vous pourrez faire ça, la construction d'une salle polyvalente de 6 000 places. D'accord? Mais il faut pouvoir remplir, hein, régulièrement toute l'année, cette salle de 6 000 places. Alors évidemment, si on invite Kassav tous les jours, elle sera remplie. Mais en fait, vous ne pouvez pas mettre que Kassav dans cette salle. Donc, si on réfléchit quand même, on a 350 000 habitants, hein, dans ce pays-là. Pour la rentabilité de cette salle, moi, j'aurais préféré qu'on construise une salle de 2000 places et que l'on fasse 3 représentations en remplissant la salle de 2000 places plutôt qu'une grande salle de 6000 places que je ne vais pas arriver à remplir de façon régulière et de façon rentable. Alors, vous citez d'autres aménagements, d'équipements, vous proposez une série d'équipements culturels et vous parlez du Fonds d'art contemporain. Bien sûr qu'il faut continuer à enrichir la collection, mais il faut surtout montrer cette collection. Il faut l'exposer. À quand? Le musée d'art contemporain. Je repose la question. Et j'arrive au conservatoire de musique, danse, théâtre. Vous prévoyez une forme décentralisée de l'éveil au cycle 1 et 2. Là aussi, je dis bravo, parce que c'est ce que nous avions commencé à faire avec l'EMEA, l'École martiniquaise d'enseignement artistique. Nous avons commencé avec des écoles qui existent déjà, avec l'existant dans le nord, le centre et le sud. Nous avons commencé à signer des conventions, et ce n'est pas seulement des écoles de musique, c'est également des écoles de danse, et puis il y a aussi le théâtre. Parce que la vision que nous avons pour cette école, le président Macron a dit de mettre le théâtre comme discipline obligatoire maintenant dans les écoles et les collèges. Peut-être parce que lui, il a fait du théâtre dans le temps, quand il était au collège ou au lycée. Mais je dis que ce n'est pas seulement le théâtre, ce sont toutes les disciplines artistiques qu'il faut renforcer. Et lorsque nous parlions de l'EMEA, l'École martiniquaise d'enseignement artistique, musique, danse, théâtre, ce n'est pas tellement pour fabriquer des virtuoses. Si nous avons des virtuoses, tant mieux. Mais ils vont aller dans les conservatoires en France. Ils sont déjà réputés, puis ils ont déjà la pratique. Nous voulons surtout former des jeunes martiniquais capables d'intervenir partout où notre jeunesse, justement, se forme, dans les écoles, dans les associations. Parce que si on met le théâtre obligatoire là, à la rentrée, dans les écoles et les collèges, qui est-ce qui va intervenir? Qui est-ce qui est formé pour ça? Quand on compte le nombre d'écoles et de collèges qui existent en Martinique. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avions commencé, que nous avions mis un premier étage, si vous voulez, de ce que nous appelons l'École martiniquaise d'enseignement artistique, musique, danse, théâtre. À un moment, vous parlez de la politique d'archivage.
vous avez parlé des archives territoriales de Martinique, Montartoso. Je pose la question, quand est-ce que nous allons inaugurer la salle Liliane Cholot? Il y a une délibération de l'Assemblée de la CTM. N'attendez pas que Madame Cholot nous quitte pour faire l'inauguration de la salle Liliane Cholot au Montartoso, aux archives territoriales. L'autre remarque pour la première partie que je ferai, c'est ce qui concerne toujours l'archivage. L'archivage aujourd'hui passe par la numérisation. Il faut numériser notre musique traditionnelle. Il faut aller à la numérisation des cahiers du patrimoine. Il y a des numéros qui sont épuisés depuis longtemps et que tout le monde réclame. Si on veut mettre ces documents-là au service du grand public, en particulier de notre jeunesse, il faut passer par la numérisation. La banque numérique du patrimoine martiniquais. Il faut compléter cette collection qui existe déjà aux archives, mais on a besoin de renforcer tout ça. Donc, il y a des choses précises qu'il faut continuer à faire ou qu'il faut relancer. C'est la remarque que je vais faire sur la première partie. Bon, la deuxième partie qui est ce que Arnaud appelle le concret, c'est-à-dire la partie financière, je vais faire juste une remarque évidemment là-dessus avant de terminer. Vous parlez d'une dette importante contractée entre 2016 et 2021. Le changement de rythme, enfin dans l'endettement si on veut, le changement de rythme, il se fait entre 2019 et 2021. C'est à ce moment-là qu'il y a un changement de rythme et vous savez pour quelle raison? C'est le Covid. Il fallait faire face. Il y avait des entreprises là qui attendaient quelque chose de la CTM. Il fallait relancer la machine. C'est effectivement à ce moment-là que la CTM s'est endettée, mais les banques nous ont fait confiance parce qu'elles savaient que la gestion, elle était saine. Et nous avons, nous aussi, lorsque nous sommes arrivés en 2016, 2017, 2018, nous avons payé des factures qui n'étaient pas payées à l'époque de l'ex-conseil général et de l'ex-conseil régional. Nous aussi, nous avons passé notre temps à payer des factures qui ne l'étaient pas. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et aujourd'hui, vous dites que vous partez avec un handicap de 112 millions d'euros pour monter votre budget 2024. Moi, je crois surtout que ce qui vous embête, c'est que vous ne pourrez pas faire un emprunt de plus de 150 millions d'euros parce qu'effectivement, il y a déjà ce que vous appelez votre déficit masqué. Il faut combler au fur et à mesure. Ce qui vous embête, c'est que vous ne pourrez même pas mobiliser les 150 millions d'euros que vous prévoyez. Vous parlez plutôt de 80 millions d'euros que vous pourrez mobiliser comme emprunt pour 2024. C'est surtout ça qui vous embête et dans tous les grands projets que vous avez énoncés là pour 2024, le conseiller exécutif en charge des finances lui-même, il est en train de se gratter la tête depuis combien de semaines et de mois pour savoir où il va trouver l'argent pour financer tous les projets. Je n'ai cité que la culture parmi les projets, mais tout le reste, évidemment, il ne sait pas encore où est-ce que d'ici un mois, il va trouver cet argent pour monter le budget 2024. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie.